Bon après-midi, chers amis. Quelle merveilleuse météo nous avons pour pouvoir amorcer une série sur les plus beaux jardins du monde. J'aimerais vous dire quelques mots sur cette image que vous voyez à l'écran, que j'ai choisie comme une sorte de porte-étendard pour cette série. Je l'ai choisie, c'est pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont trimé dur pour créer les merveilleux jardins qu'on va voir aujourd'hui et dans les semaines qui suivent, mettant en terre un plan à la fois. Ce pauvre type usé par les efforts et par la sueur et en sueur est représentatif de ces vaillants travailleurs qui méritent tout notre respect. Avant de plonger tête première dans une de ces visites, il serait utile, du moins il me semble, de se pencher sur qu'est-ce que c'est un grand jardin. Et ensuite, fouiller toutes les caractéristiques des divers types d'aménagements, parce qu'il y en a plusieurs. Car les jardins sont tous radicalement différents les uns des autres. Posons-nous la question, quelle définition donner à un grand jardin? Eh bien, en voici une. C'est un espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci de créer de la beauté et comportant du moins la plupart du temps des pelouses, des parterres, des arbres, des bosquets fleuris, des plans d'eau et des bâtiments d'agrément. Le jardin, en tant que forme d'art, a son propre vocabulaire. La beauté des jardins botaniques est à mi-chemin entre l'histoire des sciences de l'horticulture et de l'histoire de l'art. Monet, Klimt, Picasso et Matisse ont célébré le jardin et transformé grâce à leur talent cet espace en un monde de liberté et d'imagination. Les musées et les jardins se ressemblent car ce sont des lieux où on rêve, on flâne, on observe. Maintenant, voici je vais vous parler d'abord des différents types d'aménagement de jardins. Le premier type qu'on va examiner, c'est le jardin à la française. Ce type de jardin, aussi appelé jardin classique, est un type de jardin avec des garnitures et des agréments à la recherche de la perfection des formes géométriques, avec un goût du spectacle et de la théâtralité. Le vocabulaire végétal et les statues dans ces jardins sont inspirés par les jardins du nord de l'Italie. Ils sont en général d'une plus grande superficie que ces derniers, et tout en conservant cette préoccupation de la perfection des formes, ils font une plus grande place au jeu d'eau. Ces aménagements comportent souvent des installations hydrauliques lourdes et complexes. Le jardin à la française culmine au XVIIe siècle avec la création pour Louis XIV des jardins de Versailles, dont on voit une partie ici, qui deviennent une référence pour les autres cours royales d'Europe, comme on pourra voir au cours de la conférence. On va voir un jardin à Vienne qui a été directement influencé par Versailles. Le classicisme s'exprime aussi dans l'horticulture. M. de la Quintigny débute l'art de la taille géométrique, des arbres fruitiers et des techniques de culture qui vont marquer les jardins de production. Le dessin géométrique des larges parterres, en intégrant des surfaces d'eau à des compartiments de verdure, sont les premiers exemples du jardin classique. Le jardin à la française comporte 7 caractéristiques. Le plan géométrique où les arbres sont taillés, une terrasse surélevée qui domine le jardin et les plans d'eau permet de le voir de haut. Un axe orienté vers le bâtiment le partage symétriquement. Le promeneur doit découvrir de nouvelles perspectives ou des endroits cachés dans un esprit des surprises théâtrales. L'aspect spectaculaire culmine dans des jeux d'eau, des fontaines, des jets, des rideaux d'eau et les plus complexes possibles. Les allées du jardin sont rythmées par la présence de statues antiques. Et finalement, le jardin à la française doit garder le même aspect à l'année longue, peu importe les saisons. L'innovation principale du jardin à la française par rapport au jardin de la Rome antique et de l'Italie de la Renaissance aura été d'établir cet aménagement autour d'un grand axe de perspective qui semble se prolonger à l'infini dans le paysage naturel environnant. Maintenant, allons voir rapidement 2 exemples qui illustrent très bien ce qu'est un tel jardin.
Premièrement, le jardin du château de Vaux-le-Vicomte, qui est un des châteaux de la Loire. C'est sur le terrain de ce château qu'au milieu du 17e siècle, André Le Nôtre, jardinier du roi de France, a imaginé le vocabulaire du jardin à la française. D'abord, la perspective, comme fil conducteur, longue de plus de 3 km avec un axe central, des jeux d'eau et une majesté tout à fait théâtrale. Le jardin de Vaux-le-Vicomte a une superficie de 500 hectares, avec à son périmètre un mur de 13 km de longueur. André Le Nôtre s'est inspiré des jardins italiens de la Renaissance et a donné une part belle à l'eau dans toutes ses formes, qu'elle soit jaillissante, dormante ou en cascade. L'eau accompagne en permanence le promeneur dans les allées de ce grandiose jardin. Ne compte pas moins de 63 sculptures des 17e et 19e siècles dans le jardin. Les fleurs, parce qu'éphémères, ne sont généralement pas utilisées dans les jardins à la française. Ce jardin comprend une cour et une avant-cour. En second lieu, cette portion du jardin s'arrête au petit canot. La dernière partie du jardin est constituée de ce qui est au-delà des petits canots. Le parterre de broderie est 3 fois plus petit que le parterre de gazon, situé au bout du jardin. Les parterres de broderie, c'est ces dessins qu'on voit faits avec des végétaux, sont considérés à l'époque comme l'ornement le plus noble du jardin. André Le Nôtre préférait le gazon aux broderies car plus constant malgré le changement des saisons. Le château se reflète dans le bassin carré, même s'il est situé à 500 mètres de celui-ci. Le Grand Canal est long de 875 mètres et large de 35 mètres. En effet, Le Nôtre a créé une dénivellation masquant le canal aux yeux du promeneur pour n'apparaître qu'au dernier moment. En 1891, on installa au-dessus du bassin une reproduction en bronze d'Hercule. Hissé sur son socle, il était alors recommandé aux jeunes filles qui venaient visiter le parc d'éviter de le regarder en face tant sa virilité était troublante. C'est vrai qu'une grossesse non désirée peut arriver sans crier gare. Cette statue monumentale haute de 7 mètres aura été apportée sur le site par un convoi de 40 chevaux. Certains soirs d'été, Vaux-le-Vicomte est illuminé de milliers de bougies disposées sur la façade du château et dans le parc où jouent parfois des musiciens. En résumé, mentionnons que de 1641 à 1661, Nicolas Fouquet, qui était le ministre des Finances de Louis XIV, avait réuni les meilleurs talents de son époque pour réaliser ce chef-d'œuvre, qui a inauguré la tradition des jardins à la française. Le chef d'orchestre a été évidemment nul autre que André Le Nôtre, tel que mentionné. Du côté horticole, mentionnons l'allée bordée de 300 platanes, dont l'alignement et le faible espacement forment un magnifique effet de tunnel. Reconnu pour sa vigueur, le platane est abondamment utilisé comme arbre de rue en Europe. On va regarder un autre exemple de jardin à la française, encore là dans la vallée de la Loire, c'est le château de Chantilly. Ce parc couvre sa part 115 hectares, dont 25 hectares sont en plan d'eau. Ce jardin est l'une des créations préférées d'André Le Nôtre. Selon son habitude, il a circulé le parc autour de 2 axes perpendiculaires. Le premier est dans l'axe de la majestueuse terrasse édifiée par le connétable de Montmorency, et est perpendiculaire aux courbes de niveau et met en évidence le vallonnement du site. Le second axe est occupé par le Grand Canal le long de la vallée. Des massifs de fleurs ont été plantés tout près du château. Les parterres sont agrémentés de bassins et ornés de vases et de statues en pierre, dont la plupart datent du 19e siècle. Des broderies végétales, il en subsiste des témoignages dans les jardins de la Volière. Depuis 1991, le château de Chantilly accueille un concours de feux d'artifice international appelé les Nuits de feu. À Chantilly, comme on recevait des écrivains de renom comme Jean de La Fontaine, La Bruyère, Bossuet et Madame de Sévigné, c'est en leur honneur que les 2 allées parallèles qui encadrent les parterres de Le Nôtre ont pris le nom des allées des philosophes. On donne à Chantilly des fêtes magnifiques, et c'est là que Molière a créé les Précieuses ridicules et qu'il y a joué son Tartuffe.
Il y a aussi à Chantilly le potager des Princes. En 1682, le grand Condé fait construire un potager sur les jardins du château. Il demande à André Lenôtre d'en dessiner les plans. Ce dernier marque ce lieu de son empreinte en équilibrant les perspectives, les bassins et les terrasses. Au début des années 1990, imaginez, un projet d'urbanisme prévoyait la construction de 58 maisons sur ce terrain. Alors, il a été combattu par le voisinage et par la ville, grâce à de multiples recherches sur des plans des 17e, 18e et 19e siècles. On parvient à redonner à ce parc ses perspectives disparues au fil du temps, tout en lui conservant son esprit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le potager des Princes est ouvert aux visites par le public. Depuis 2013, on a créé un véritable parc animalier aussi avec des lapins, des poules, des chèvres et des ânes. On y présente aussi des pièces de théâtre. Lors du festival Scène au Jardin, organisé par le Théâtre de la Faisanderie, dont la scène repose sur un des étangs. On va passer maintenant à un autre type de jardin complètement différent, le jardin à l'anglaise. Ce type de jardin, appelé jardin paysager, avec des formes irrégulières, est souvent opposé au jardin à la française ou au jardin à l'italienne, dont il prend le contre-pied esthétiquement et symboliquement. Apparus dès le 18e siècle, les jardins à l'anglaise s'organisent autour des chemins sinueux sur des points de vue qu'on dit pittoresques, c'est-à-dire des lieux où un peintre poserait son chevalet pour peindre ce paysage, d'une île par exemple dans le lac. Il est donc tout à fait naturel que les concepteurs de tels jardins aient été souvent des peintres. Loin du système géométrique des jardins français, conçus principalement par des architectes, les concepteurs anglais mettent en valeur un arbre rare au feuillage doré, coloré, un tronc torturé, la pelouse, un ruisseau, des massifs de fleurs, un étang ou même des ruines. Les caractéristiques d'un jardin anglais sont donc une conception irrégulière avec des chemins tortueux, sa végétation en apparence non domestiquée donne une impression de naturel. Les accidents de terrain, les vallons et les pentes sont conservés comme tels et exploités. La présence d'arbustes, de bosquets et d'éléments architecturaux tels ce clocher participe à sa décoration. L'association de diverses pièces ornementales, les formes et les couleurs des végétaux autour de ce lac sont variées. Les pelouses et les chemins agrémentant le jardin incitent à flâner. L'itinéraire de la visite n'est pas balisé. La promenade sur la pelouse dans un jardin à l'anglaise laissant une grande part à la surprise et à la découverte. Pas d'aller bien droite, guidant les pas des promeneurs, mais plutôt une sorte d'errance poétique. Le jardin à l'anglaise, c'est un paysage, comme le reflet de ces arbres dans l'eau. Il se veut une œuvre d'art. Les concepteurs de ces jardins avaient pour objectif non pas de contrôler la nature, mais d'en jouir. Ce type de jardin devait répondre à une esthétique qui privilégie la redécouverte de la nature sous son aspect sauvage et poétique. Dans un jardin à l'anglaise, tout comme dans un tableau, on cherche l'équilibre des volumes, la variété et l'harmonie des couleurs et de la végétation avec des arbres rares, au feuillage coloré, des trucs torturés comme des oliviers, des pelouses, des ruisseaux, des étangs, des prairies ou même des précipices. Les imperfections de la nature y sont donc exploitées, mises en évidence plutôt que nivelées et corrigées. Les différences entre un jardin à la française et un autre à l'anglaise sautent aux yeux. Le français est un jardin de metteur en scène, tandis que l'anglais est un jardin de peintre, somme toute. Dans le jardin français, on ne voit que des lignes droites, tandis que dans le jardin à l'anglaise, rien n'est carré ou rond. Ces deux types de jardins appartiennent à la catégorie des jardins décors. Il est important de savoir qu'on trouve des jardins à l'anglaise non seulement en Grande-Bretagne, mais qu'il y en a un bon nombre en France même. Par exemple, le jardin du Petit Trianon à Versailles, c'est un jardin à l'anglaise. Le jardin public de Cognac, le parc Monceau à Paris et le parc de la Tête d'Or à Lyon.
surtout des jardins plus ou moins à l'anglaise. À contrario, on trouve aussi des jardins à la française en Angleterre, à Landy Rock, en Cornouailles, au château de Gianry, au Chadwell Estate, un labyrinthe, et au Levens Hall, avec ses topiaires. Maintenant, allons voir de plus près deux exemples de jardins à l'anglaise. D'abord, Storehead. Plus qu'un simple jardin, Storehead occupe un immense domaine de 11 km² qui inclut le village de Stoughton, une forêt des terres agricoles et la Stourdard House qu'on voit ici. C'est la famille O'Hare qui, à partir de 1717, va développer ce jardin et lui donner toute sa splendeur. Un barrage a d'abord été construit pour créer ce tranquille étang artificiel alimenté par la rivière Stour. Dès 1762, les gens décrivaient ce jardin comme étant l'un des plus pittoresques avec son pont et le lac. Et c'est en raison du paysage où on trouvait des arbres rares et exotiques, ainsi que des azalées odorantes. À cette époque, les plus riches de l'aristocratie anglaise se rendaient volontiers visiter ce fabuleux jardin. Ce site naturel est formé de collines comme celle-ci, dominant les vallées aux nombreuses sources et étangs. Le temple d'Apollon, inspiré du temple de Vénus dans la publication Les ruines de Baalbek de l'archéologue Robert Wood, est construit sur une colline. Puis ce fut la tour du roi Albert le Grand, haute de 50 mètres. Cette folie néo-gothique a voulu célébrer les succès militaires des Anglais dans les Antilles. Le jardin de Storehead est universellement reconnu pour ses rhododendrons. Ceux-ci ont été plantés par M. O'Hare entre 1791 et 1838. Là où il était aussi responsable pour l'addition de plusieurs variétés originaires de l'Amérique, telles des arbres à tulipes et des cyprès des marais. On apprécie les rhododendrons au printemps et les azalées au début de l'été. Un autre exemple de jardin à l'anglaise, le jardin de Payne's Hill. Ce jardin est un exemple remarquable d'un jardin à l'anglaise du 18e siècle, avec sa large pelouse et sa vue sur le lac. Il a été créé entre 1738 et 1773 par Charles Hamilton. La maison d'origine qu'il avait construite a depuis longtemps été démolie. Il a été un des premiers jardins anglais à être composé de courbes et de formes naturelles, s'éloignant totalement du modèle français. On trouve des sentiers parsemés d'arbres exotiques, des temples de style grec de l'Antiquité et de fausses ruines. En se promenant dans ce jardin, on a tellement l'impression de se balader dans un tableau de la Renaissance. Autour du superbe lac Serpentine s'élève le temple de Bacchus tout blanc et le temple gothique qui offre un splendide point de vue sur l'eau où un pont en pierre à 5 arches se réfléchit comme dans un miroir. Ailleurs dans le jardin, tout près d'un petit vignoble, on aperçoit les ruines d'une abbaye de style gothique. La grotte de cristal, toute ornementale qu'elle soit, rappelle pour sa part certains reliefs de la côte italienne. Lors des journées ensoleillées, les rayons du soleil rejoignent l'intérieur de cette grotte aux ouvertures soigneusement disposées. Il y a une épaisse forêt où poussaient les plus grands cèdres du Liban, en Europe. Étrangement, Hamilton a été forcé en 1773 de vendre sa propriété pour rembourser des dettes, entre autres auprès de Henry O'Hare, le propriétaire du jardin de Storehead, qu'on vient justement de visiter. On va maintenant se plonger dans un autre type de jardin, d'aménagement de jardin, le jardin japonais, qui est tout à fait différent de ce qu'on a vu jusqu'à date. À part les jardins à la française et les jardins à l'anglaise, il existe bien sûr plusieurs types de jardins, dont le jardin japonais. Ce type de jardin est issu de la tradition antique japonaise. On le retrouve aussi bien dans les jardins privés que dans les parcs des villes au Japon et dans les lieux historiques. Au Japon, l'aménagement des jardins est un art important et respecté qui partage des codes esthétiques avec la calligraphie et le lavis. Le jardin japonais cherche à interpréter et idéaliser la nature en limitant les artifices.
La composition japonaise suit 3 grands principes. La reproduction de la nature en miniature, telle sa bonsaï, le symbolisme et la capture des paysages. Certains des jardins les plus connus sont des jardins qu'on dit secs ou zen, composés de roches, de mousse et de gravier blanc, dans lesquels on fait des motifs avec un râteau. Les 2 pierres côte à côte, la grande et la petite, l'une élevée et l'autre basse, comme on voit ici, représentent une grue et une tortue, qui à leur tour symbolisent le bonheur et la longévité. La miniaturisation a pour but de représenter des scènes de montagnes, de lacs, de rivières, où s'ébattent les carpes. En plus d'une réduction de taille, elle opère aussi sur une réduction de la complexité. La simplicité est une caractéristique importante du style japonais. Le symbolisme, quant à lui, est issu de la fonction religieuse des premiers jardins. En plaçant de grands arbres au premier plan et les plus petits en arrière, on arrive à créer une illusion de perspective où de jardins japonais se rassemblent autour d'un bâtiment qui est soit une résidence ou un temple. Ces éléments sont les suivants: des rochers, de l'eau, où contiennent souvent des carpes japonaises, du sable ou du gravier, où sont tracés des motifs au râteau, comme j'ai dit tantôt, des éléments décoratifs tels des lanternes, des statues ou un salon de thé, ou un pavillon, une bordure comme une haie, une palissade ou un muret, des chemins de terre, de gravier ou de pierre. Dans un jardin sec, l'eau est représentée par ces graviers. Allons maintenant visiter un des plus beaux jardins du Japon, le jardin de Kanazawa. Son nom signifie le jardin aux 6 aspects. Il s'étend sur 11 hectares où la beauté des arbres et des fleurs s'admire en toute saison. Des 6 aspects font référence aux qualités nécessaires dans un jardin idéal: l'espace, la sérénité, le panorama, la solidité, la fraîcheur et l'ancienneté. La construction de ce jardin a débuté au début du XVIIe siècle, mais comme il a été détruit par un incendie puis restauré, il n'est ouvert au public que depuis 1870. La balade dans ce jardin se fait autour d'un grand étang artificiel, aménagé dans comme un océan, duquel partent de nombreuses ramifications. On voit ici des arbres taillés, un peu comme dans les topiaires, parmi lesquels il y a une lanterne en pierre. À une extrémité de l'étang, on voit la célèbre lanterne en pierre aux pieds courbés de longueurs différentes. L'étonnante variété des paysages du jardin s'appuie sur 183 essences parmi les 8000 arbres que compte le jardin. En hiver, au Japon, les pins arborent ce qui ressemble à une couronne de cordes, fixée en haut d'un mât et retenant les branches inférieures. Cette technique porte le nom de yukizuri. Les cordes forment une structure en forme de cône qui soutient les branches en les empêchant de se briser sous le poids de la neige ou du verglas en hiver. Comme vous voyez, les branches sont attachées solidement et reliées au-dessus du mât. Les arbres de ce jardin sont vieux, certains ayant plus de 250 ans. Ils doivent absolument être protégés. Les cordages yukizuri sont mis en place le 1er novembre et retirés autour du 15 mars suivant. Contrairement à la tradition zen, il ne faut pas s'attendre dans ce jardin à trouver des jardins secs avec des graviers sur motifs dessinés. Ce jardin n'est pas dédié à la méditation, mais plutôt à la promenade. La fin de la visite de ce jardin nous ramène vers l'étang pour prendre le thé. Le circuit de la visite nous fait démarrer la promenade en quittant l'étang pour découvrir petit à petit les choses qui se dévoilent à notre vue. D'abord, un bosquet d'arbustes colorés qui se réfléchit dans le bassin, puis une cascade suivie de lanternes, mais surtout cette superbe maison de thé sur pilotis avec sa pergola de glycine. On oublierait presque tout ce qui se représente à nous est purement artificiel et créé de la main de l'homme, tellement tous les éléments résonnent en harmonie les uns avec les autres. Passons maintenant à un autre type de jardin, le jardin islamique, dont on trouve des exemples en Afrique du Nord
et dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne et un peu aussi au Portugal. Ce type de jardin possède une sorte d'aménagement paysager qui a hérité des caractéristiques du jardin persan et du jardin byzantin avec sa rigole d'eau. Il s'est développé au Proche-Orient et au Moyen-Orient ainsi que dans les zones européennes qui avaient été occupées par les morts pendant plusieurs siècles. Le jardin d'islam fait appel à tous les sens, au chatoiement des céramiques, au parfum des fleurs, au bruissement du vent et de l'eau, au chant des oiseaux. Il donne aux spectateurs un aperçu du jardin céleste dont parle Mahomet. Le style des jardins islamiques se caractérise par le principe du jardin étagé. Il y a d'abord l'étage d'ombre assuré par les arbres qui protègent du soleil ardent, soit la plupart du temps des palmiers, des cyprès ou des cèdres qui ont un feuillage permanent. L'étage des fleurs qui poussent dans des arbustes tels les lauriers roses, les hibiscus, les jasmins, les rosiers ou les chèvrefeuilles, les citronniers. Ces arbustes sont choisis pour leur floraison exubérante, pour leur couleur et leur parfum, ainsi que pour les oiseaux et les papillons qu'ils attirent. L'étage de l'eau est occupé par des fontaines et les rigoles, qui distribuent l'eau tout en l'économisant et en la recirculant. Pour se protéger de l'effet desséchant du vent, le jardin islamique est enclos par des murets. Ce type de jardin exploite les dénivellations de terrain pour multiplier les espaces à l'ombre et les allées protégées. Les terrasses se succèdent et permettent un parcours naturel de l'eau à travers ce bassin et ses jets. La rareté de l'eau dans ces pays chauds en fait un bien précieux qu'il faut collecter en installant cette fontaine bien à l'ombre. Grâce au savoir-faire des hydrauliciens arabes, on a pu s'organiser pour que ce soit la même eau qui serpente dans les rigoles de l'Alhambra de Grenade en Espagne, qui jaillit de ces fontaines et qui irrigue les potagers et les vergers situés à un niveau inférieur. À l'Alhambra, toujours, on retrouve un aqueduc de 10 km de longueur qui apporte l'eau jusque dans les citernes situées au niveau supérieur. Il faut aussi parler des jardins d'ombre à proximité de ce palais. Chaque espace exposé, que ce soit un bassin ou un parterre d'eau, est systématiquement accompagné d'un chemin d'ombre. Il permet à la fois aux promeneurs d'admirer le jardin et de se protéger du soleil dans ses déplacements. Que ce soit des ombres naturelles données dans ce décor tout en rondeur, l'orientation et la disposition des circulations dans un jardin islamique font l'objet d'un soin tout particulier. Comme les Arabes étaient férus de mathématiques, de géométrie et d'astronomie, ils ont appliqué au concept des jardins leur vaste connaissance dans ces domaines. Les plans de leur jardin montrent des assemblages de carrés en rotation, formant des motifs polygonaux ou étoilés. Les jardins islamiques et leurs cours intérieurs les mieux préservés se retrouvent à Grenade, Cordoue, Ronda et Séville en Espagne et aussi à Marrakech au Maroc. Allons voir de plus près un de ces jardins islamiques, en l'occurrence le jardin de l'Alcazar à Séville. Oasis de fraîcheur et de calme au centre-ville de Séville, ce jardin est disposé en terrasse agrémentée d'une végétation verdoyante, d'une multitude d'orangers et de palmiers, de fontaines et de pavillons. La partie la plus proche du palais de l'Alcazar a été réalisée à l'époque de la Renaissance et est compartimentée par des murs décorés de fontaines et d'ornements pré-baroques. On y découvre l'héritage musulman dans la prolifération de bassins bas comme celui qu'on voit ici et d'arches mauresques, ainsi que dans des orangers et en espaliers dominant les murs. Le bassin du dieu Mercure et cette pièce d'eau sur le même niveau que le palais est aussi plus élevé que le reste du jardin. Au centre de ce bassin, on voit la statue du dieu Mercure qui date de 1676. L'espace du jardin est subdivisé en plusieurs sections, aux aménagements variés. Le jardin des dames, par exemple, doit son nom aux sculptures des déesses Héra, Athéna, Aphrodite et de la reine Hélène. Malheureusement, ces statues ont été retirées du jardin. Ce jardin est dominé en son centre par la fontaine de Neptune, qu'on voit ici. Ce jardin est dominé
et qu'on voit ici. Dans ce jardin des dames, une porte de jardin est nommée en l'honneur. Excusez, ça c'est la fontaine de Neptune. Ça c'est la porte en question du jardin, qui a été nommée en l'honneur d'un architecte milanais, Vermondo Resta, qui a laissé sa marque à Séville au XVIIe siècle. Elle est dédiée à cet homme qui avait conçu le mur de pierre adossé au bassin du dieu Mercure qu'on vient de voir. Les bougainvilliers grimpants sont presque partout au jardin de l'Alcazar. Celui-ci compte plus de 20 000 plantes de 187 espèces différentes. Le jardin de l'Alcazar possédait sous le règne de l'islam des vergers remplis d'arbres fruitiers, surtout des agrumes. Ces vergers fournissaient de la nourriture à la population du palais, en plus d'être esthétiquement agréables au regard. On va visiter maintenant un dernier type d'aménagement de jardin, les jardins du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Parce qu'ils représentent le paradis, ces jardins, qu'ils soient de tradition persane, mongole ou hindoue, composent des univers qui ne laissent jamais indifférents. Arbres, fruitiers, palmiers, fleurs en parterre ou en pot, bassins et canaux qui quadrillent l'espace, tous ces éléments contribuent à créer des écrins luxuriants. Parfois, ils sont élaborés au cœur des régions désertiques, telles ce merveilleux oasis. C'est comme si on essayait de faire fleurir le désert. Les jardins moyen-orientaux remontent à la plus haute antiquité. Ils ont été les premiers jardins créés par l'homme. Les terrasses et géométriquement ordonnées autour d'un bassin, les jardins suspendus de Babylone ont façonné l'imaginaire méditerranéen antique. La traduction du mot jardin est paradis en perse. Ça voulait tout dire. Qu'est-ce qui caractérise le jardin oriental? Son rôle a toujours été de procurer le repos sous forme spirituelle et récréative. La façon dont le jardin est construit peut être formellement, avec l'accent mis sur la structure, ou il peut être plus informel, avec l'accent mis sur l'aspect horticole des plantations. Ce type de jardin est un endroit où on recherche la fraîcheur de ce rideau d'eau, avant tout, d'où l'importance d'avoir des zones ombragées des arbres et des bassins. Dans ce type de jardin, on retrouve des éléments architecturaux suivants. Des kiosques qui sont de petites constructions destinées à offrir de l'ombre aux promeneurs, les bassins bordés de fleurs, car l'eau avait un caractère divin en Perse. L'eau fait aussi office de miroir, reflétant les cieux, tel ce bassin avec ses jets d'eau. Ce bâtiment est érigé par... oui. Le Taj Mahal, en Inde, est un des joyaux de l'art indo-musulman, dont on voit ici le plan d'ensemble. Vous voyez dans le haut du plan, c'est le mausolée où se trouve la dépouille de l'épouse de l'empereur. Les zones en vert sont des zones du jardin. Et dans le bas du plan, c'est le bâtiment d'entrée que vous allez voir tantôt, une vue aérienne, vous allez tout comprendre. Ça, c'est évidemment le magnifique mausolée du Taj Mahal, avec son bassin et ses arbres taillés de part et d'autre. Là, vous avez une vue aérienne de l'ensemble, vous voyez le bâtiment d'entrée, les jardins derrière et à l'extrémité, sur le bord de la rivière, le mausolée. La géométrie qui imprègne tous les aspects de l'architecture mongole régit aussi le plan du jardin. Quand les jets d'eau s'arrêtent tout le long du bassin, en laissant apparaître le reflet parfait de ce mausolée, on ressent immédiatement que l'harmonie, issue d'une mathématique parfaite, communique à notre esprit une infinie sérénité. Alors, dans la seconde partie de la conférence, je vous amène visiter 5 des plus beaux jardins au monde. D'abord, le jardin japonais de Montréal, puis le parc du château de Schönbrunn à Vienne, en Autriche. Va suivre le jardin de Keukenhof en Hollande. Ensuite, on va revenir de ce côté ici de l'océan. On va visiter Central Park à New York.
Et on va conclure avec le jardin du peintre Claude Monet à Giverny. Vaste programme, comme dirait De Gaulle. Alors, le jardin japonais de Montréal. L'aménagement du jardin botanique de Montréal a été entrepris en pleine crise économique des années 30, grâce à l'initiative du célèbre botaniste le frère Marie-Victorin qu'on voit ici. Les 10 serres d'exposition reliées ensemble sont accessibles à l'année longue. Il y a une trentaine de jardins thématiques à l'extérieur des serres. Un de ceux-ci a attiré notre attention, le jardin japonais dont on voit ici le jardin sec, où pendant l'automne, ce jardin se part de lanternes lumineuses multicolores qui créent une merveilleuse féerie lors de l'événement Jardin de lumière. Ce jardin regroupe 3 types de jardins différents. Il y a un jardin de promenade, un jardin sec qu'on vient justement de voir, et un jardin de thé, où il y a un pavillon de thé. D'une superficie de 2,5 hectares, ce jardin conjugue les pierres, l'eau et les végétaux pour créer une version idéalisée de la nature. Celui qui a conçu ce merveilleux jardin, c'est un architecte paysager japonais de renommée mondiale, M. Ken Nagajima, en 1988. J'ai un ami, Louis Rinfret, qui, pendant tant d'années, a eu la lourde responsabilité de s'assurer que ce jardin se présentait toujours sous son meilleur jour. Une promenade dans ce jardin japonais éveille tous les sens. Un à un, on peut admirer les agencements des pierres, les arbustes et les arbres minutieusement taillés. On se pâme devant la floraison printanière des cerisiers japonais. L'eau qui est omniprésente dans ce jardin attire également notre attention, tandis que s'écoulant dans les ruisseaux, tantôt dévalant les cascades pour terminer sa course dans l'étang où s'ébattent des carpes colorées. Tout au long de l'année, des événements sont organisés dans le jardin japonais. Au printemps, on rappelle cette fête presque millénaire que célébraient les aristocrates pour l'arrivée des fleurs dans les cerisiers japonais. Le jardin botanique, pour perpétuer cette tradition, engage des artistes qui jouent des tambours japonais pendant que d'autres exécutent des danses traditionnelles. Voyons de plus près les composantes de ce jardin. La pierre est un l'élément le plus important du jardin qui symbolise la longévité et l'omniprésence des forces de la nature. Les pierres sont généralement regroupées en nombre impair de manière à donner un effet de perspective et de profondeur. Le choix des types de pierres marque une étape cruciale dans la conception d'un jardin japonais. M. Nagajima a trouvé dans les carrières de Thetford Mines des pierres tant convoitées. L'eau est le second élément en importance et elle contribue à l'expression de la nature. Ces hôtes incontournables de l'étang, les carpes, animent de leur présence colorée les eaux qu'elles habitent. Les végétaux, ceux-ci servent à marquer le passage des saisons, l'un des principes fondamentaux d'un tel jardin. Au printemps, la floraison abonde dans les magnolias, les rhododendrons, les amélanchiers et bien sûr les cerisiers japonais. Le pavillon japonais s'insère harmonieusement dans le décor du jardin et reflète l'idéal artistique de la culture japonaise. Ce pavillon comporte plusieurs salles, dont une qui sert à des expositions temporaires, une autre qui enferme une généreuse collection de livres sur l'histoire et la culture japonaise. La pièce la plus significative, la salle de cérémonie du thé. Des planchers recouverts de tatami, des portes et des panneaux coulissants, la calligraphie, les arrangements floraux servent de décor à la cérémonie du thé vieille de plusieurs siècles. Terminons la visite avec cette magique scène de nuit dans le jardin japonais. Bon, prenons l'avion pour nous rendre à Vienne, au château de Schönbrunn. Ce domaine était utilisé à l'origine comme terrain de chasse par les Habsbourg. Ce très vaste terrain est situé à l'arrière du château de Schönbrunn, qui était la résidence d'été de cette puissante famille. Et Jean Chalet,
À l'origine, celle-ci se trouvait à la campagne, mais au fil des ans, avec la croissance démographique de Vienne, se situe maintenant en pleine ville. Il est impossible de séparer les jardins du palais dont ils constituent une extension organique. Oups. Ce magnifique château a été habité pendant une bonne partie du 19e siècle par l'empereur Franz Joseph, qui a connu un très long règne, ainsi que par son épouse, la princesse Sissi, qui adorait les fleurs et que le cinéma a rendu populaire sous les traits de Romy Schneider. Ce couple habitait ce fastueux palais de 1441 pièces, pendant les mois d'été seulement. C'était leur chalet, quoi. Les jardins à la française, derrière le château, ont été dessinés en 1695 par Jean Tréhet, qui avait été un élève du grand Lenôtre dont j'ai parlé tantôt. Chaque année, au début de l'été, le parc accueille un concert de nuit donné par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, un événement gratuit de musique classique qui attire à chaque fois 100 000 personnes. Ce jardin comprend le plus ancien zoo du monde encore en existence, où les membres de la famille des Habsbourg venaient admirer les fauves. C'est l'un des rares zoos à abriter des pandas géants. Les vastes jardins baroques du château, avec leur construction telle la gloriette qu'on voit ici, attestent de l'intention de glorifier la maison des Habsbourg et de rendre hommage à la nature. Cette gloriette est située dans le fond du jardin, à l'arrière, au-delà du grand bassin d'eau. C'était le refuge des Habsbourg pour les chaudes journées d'été. La grande serre à palmiers, nommée la Palmeraie, c'est une structure impressionnante de 114 mètres de long, c'est-à-dire environ 350 pieds, édifiée en 1880 grâce à des techniques mises au point en Angleterre. La serre aux palmiers de Schönbrunn est la plus grande d'Europe. Elle abrite de nombreuses plantes méditerranéennes, tropicales et subtropicales. Sa construction a été initiée par l'empereur Franz Joseph en 1882. Avec ses plus de 4900 mètres carrés de verrière, c'est la plus grande serre à palmiers du continent européen. L'orangerie du jardin est longue de 189 mètres et large de 10 mètres. Elle a été construite en 1754, compte parmi les plus grandes d'Europe, juste après celle de Versailles. Utilisée pour la culture des plantes d'agrumes et comme lieu par Franz Joseph pour y tenir de somptueuses fêtes, il cherchait à impressionner ses invités avec ses agrumes décorés et ses plantes exotiques. Le long de l'axe du jardin, Tréhet traça le parterre central, qui est accentué par un bassin et flanqué de bosquets latéraux. De larges allées scandaient le jardin de style baroque primitif, qui comprenait déjà l'incontournable labyrinthe ainsi qu'un jardin circulaire autour de l'orangerie. Les jardins de Schönbrunn sont des exemples parfaits de jardins à la française qui rappellent ceux de Versailles, puisque leur concepteur avait été formé par le nôtre, tel que mentionné. Il faut toutefois reconnaître qu'ici, le style baroque s'est allié à des éléments plus naturels. On trouve par exemple à Schönbrunn un magnifique jardin de plantes alpines. Leurs fleurs, qui sont toujours très colorées, fleurissent très tôt dans la saison, après la fonte des neiges, pour permettre aux fruits de se développer et de donner des graines. La gloriette, d'une vue de la gloriette, vous voyez au loin, le château de Schönbrunn, et au-delà de ça, dans le fond, vous voyez la ville de Vienne. Alors, la gloriette trône en haut d'une colline dans le jardin et offre une vue spectaculaire sur la ville de Vienne. Aujourd'hui, ce somptueux bâtiment abrite le Café Gloriette, où on sert de délicieuses viennoiseries agrémentées de musique live. Autant se transporter maintenant en Hollande, visiter le fabuleux parc floral hollandais de Keukenhof. Ça, c'est le plan du jardin qui est quand même très, très grand. Ce jardin, imaginez-vous, reçoit 1,4 million
de visiteurs par année, même si c'est ouvert que 2 mois dans l'année, soit au printemps, de la mi-mars à la mi-mai, soit pendant la période de floraison printanière. Depuis 1949, cette propriété a été transformée pour accueillir des expositions de fleurs à bulbes. Sur les 32 hectares de ce jardin, les producteurs de fleurs de cette région viennent y exposer leurs bulbes en fleurs, notamment les tulipes. C'est le plus grand jardin de fleurs au monde. Les bulbes sont plantés entre octobre et décembre de l'année précédente. À la fin de la période de floraison, les 7 millions de bulbes sont déterrés pour être utilisés lors de la saison suivante, mais dans des types de présentation complètement différents. Le jardin comprend des champs entiers de tulipes, de jacinthes, de narcisses et de jonquilles. Ce moulin à vent datant de 1892 a été installé dans le jardin en 1957 pour lui donner un aspect d'authenticité. En grimpant dans le moulin, on peut avoir un point de vue en plongée sur cet univers floral unique. Les anciens jardins à la française du château ont été conservés, un labyrinthe végétal et des fontaines se sont ajoutés. Les 15 km de sentiers de randonnée de Keukenhof sont aménagés de manière à offrir une vue spectaculaire sur les jardins aux fleurs parfumées en bordure de l'étang. Comme j'ai dit tantôt, à chaque printemps, c'est 7 millions de fleurs à bulbes qui s'offrent à la vue des visiteurs. Au cours de leur promenade, ces jeunes visiteurs verront des expositions de fleurs uniques, de beaux étangs et 2 pavillons avec restaurants et terrasses. Aujourd'hui, les jardins de Keukenhof sont à la fois un site touristique majeur, en plus d'être une vitrine pour les producteurs de bulbes hollandais, qui se déploient en vagues comme ici. Chaque année, c'est 100 entreprises horticoles présentent dans leur catalogue une gamme des meilleurs bulbes à floraison printanière qui occupent de pleins champs, comme vous pouvez voir, afin de mettre en évidence leurs couleurs et les contrastes de ces végétaux qui font la fierté des Hollandais. Sur la période de 2 mois dans l'année où Keukenhof est ouvert au public, il est intéressant de savoir que ce moment se divise en 3 périodes, où la visite sera fort différente selon la période choisie. Si vous allez visiter au début de l'ouverture, c'est-à-dire à la mi-mars, vous allez voir déjà, il va y avoir beaucoup de fleurs épanouies. Il y aura aussi des superbes expositions de fleurs dans les serres. La seconde période, après les jonquilles et les crocus, ce sera le temps où les jacinthes et les tulipes précoces de fleurir dans les jardins extérieurs. Les expositions de fleurs à l'intérieur seront toujours incroyables, avec des couleurs inouïes. Si vous vous rendez dans la 3e période, début mai, dans ce moment, les tulipes sont toutes en pleine floraison dans les jardins extérieurs. Aussi, les arbres auront retrouvé leur verdure et les expositions en salle montreront des fleurs étonnantes. Maintenant, il n'y a pas que la Hollande qui fait pousser des fleurs printanières. Imaginez-vous donc que la France s'est mise de la partie. Depuis 10 ans, la France s'est mise à l'heure de Keukenhof. En effet, au château de Cheverny, la tulipe est reine car on y plante à chaque année un demi-million de bulbes en 2 gigantesques bandes de 250 mètres de long et de 12 mètres de large. Cette floraison de fleurs rouges, jaunes, orangées et mauves constitue une véritable œuvre d'art naturelle qui se termine dans la pièce d'eau du jardin de ce château. On va s'en aller maintenant vers un jardin plus urbain. On ne peut pas être plus urbain que le Central Park de New York. La beauté de ce parc devait être la beauté des champs, des prairies et des verts pâturages, ainsi que des eaux tranquilles. Ce qu'on peut attendre avec ce plan, disait son concepteur Frédéric Olmsted, c'est la tranquillité et le repos de notre esprit. Créé à partir de 1858, ce parc public de renommée mondiale visait à devenir le lieu où les New-Yorkais, de plus en plus nombreux, pouvaient retrouver ce contact essentiel avec la nature pour échapper au stress d'une ville de cette taille. 175 ans plus tard, Central Park continue de remplir sa fonction d'origine.
M. Olmsted, architecte paysagiste, y a travaillé avec Calvervo, un architecte américain, pour créer une variété de paysages dans cet espace de 341 hectares au cœur de l'île de Manhattan. On y retrouve des grandes pelouses, des boisés pittoresques, des ruisseaux sinueux se jetant dans un grand étang. Ce parc fait sa large part pour le bien-être écologique de la population, avec ses 18 000 arbres qui rafraîchissent et purifient l'air, ainsi qu'avec son habitat pour la faune, qui comprend une variété de 270 sortes d'oiseaux et les espèces de mammifères tels que des marmottes, des écureuils, des moufettes et évidemment des ratons laveurs. À ce qu'on dit, il y aurait 80 000 poissons dans le grand lac de ce jardin. Du moins, c'est ce que racontent les pêcheurs. Pourquoi en douter? On retrouve quelques constructions dans les limites du Central Park. La plus importante est le château du Belvédère. Il s'agit d'un véritable château de style écossais, érigé en 1869. Il est très apprécié des touristes car il permet une vue panoramique sur l'ensemble du parc et de ses environs. Une autre construction, c'est la fontaine Bethesda, qui est ornée de 4 chérubins représentant les vertus de tempérance, de la prospérité, de la paix et de la pureté. Le mémorial de Strawberry Field est un monument dédié à la mémoire du Beatle John Lennon. L'entrée au mémorial se situe à la hauteur de la 72e rue, juste en face du building où cet artiste résidait et devant lequel il a été assassiné en décembre 1980. Les plans d'eau du jardin ne sont pas rares. Le plus important est celui surnommé de Reservoir. Il a été construit entre 1858 et 1862. D'une superficie de 43 hectares, c'est pas petit, il atteint une profondeur de plus de 12 mètres, soit 40 pieds environ. Il y a d'autres plans d'eau dans Central Park, tous entourés de chênes, de cyprès ou de hêtres. Tel que mentionné au début, Central Park est composé de plusieurs grandes étendues de pelouse sur lesquelles les New-Yorkais, tout comme les touristes, ont l'occasion de passer un temps libre, même en hiver, on peut voir. Les aires de détente sont nombreuses. Au cœur du parc, au niveau de la Metropolitan Museum of Fine Arts, on trouve la plus grande surface de pelouse, surnommée The Great Lawn. La portion sud-est du parc est occupée par le jardin zoologique, qui est divisé en 3 zones climatiques, dont une qui reconstitue une forêt tropicale humide avec tous les animaux appropriés. Ce zoo abrite plus de 100 espèces différentes d'animaux. Le Conservatory Garden est l'unique jardin à la française dans Central Park. D'une superficie de 2,5 hectares, il tire son nom d'une ancienne serre construite jadis au même endroit et où on faisait pousser des végétaux pour agrémenter Central Park. En 1983, on a entrepris de restaurer ce magnifique jardin en remplaçant les pavés sur les voies pour promeneurs, en modernisant les infrastructures des fontaines, en restaurant le mobilier urbain de ce jardin. Des broderies à la française et une fontaine sont très dépaysants en plein cœur de New York. Central Park, en plus de fournir aux citoyens de cette mégapole un lien vital avec la nature, est aussi un formidable lieu de rassemblement et de socialisation, allant des exercices individuels de mise en forme, comme le jogging, jusqu'aux spectacles de super vedettes tels Simon et Garfunkel, qui en 1981 ont attiré une foule estimée à 250 000 de spectateurs au spectacle qu'ils ont donné sur la grande pelouse de Central Park. Passons maintenant au dernier jardin qu'on va visiter aujourd'hui, le jardin de Claude Monet à Giverny. Le jardin de sa fameuse peintre impressionniste est divisé en 2 parties. Le jardin de fleurs, dans sa maison qu'on voit ici, qu'on surnomme le Clos normand, parce que le Giverny, c'est en Normandie.
et un jardin d'eau d'inspiration japonaise de l'autre côté de la route. Ces deux parties du jardin de Monet s'opposent et se complètent. Visitons d'abord le Clos Normand. Quand Monet et sa famille viennent s'installer à Giverny, en Normandie, en 1883, le jardin qui va de la maison jusqu'à la route est planté d'un verger et entouré de hauts murs de pierre. Une allée centrale ombragée par des sapins le traverse. Monet fait abattre ces arbres, ne conservant que les deux les plus près de la maison à la demande d'Alice, son épouse. Ce clos normand occupe environ 1 hectare, soit 10 000 mètres carrés. Monet entreprend alors de le transformer en un jardin riche de perspective, en symétrie et en couleur. Ce terrain nouvellement aménagé se découpe en plates-bandes où les massifs de fleurs de différentes hauteurs créent des volumes de différentes hauteurs. Comme peintre, il prenait plaisir à reproduire certaines scènes de son jardin au cours des diverses saisons. Ça, c'est un tableau, ce n'est pas une photo. Monet mêle les fleurs les plus simples, telles les tulipes et les myosotis, aux variétés les plus recherchées. Il y a 7 essences d'arbres différents dans le clos normand, 20 variétés de fleurs printanières et pas moins d'une bonne trentaine de variétés de fleurs d'été et d'automne. Monet déteste les jardins trop organisés et de chaque côté des allées. Il préfère laisser pousser librement. L'allée centrale se couvre d'anneaux sur lesquels pousseront des rosiers grimpants à la fin de l'été. Des capucines envahissent le sol de l'allée centrale. À mesure que le temps passe, Monet en vient à se passionner pour la botanique. Il se met à échanger des plants avec des amis, comme le peintre Gustave Caillebotte, qui était également un fan d'horticulture, et avec le politicien Georges Clemenceau, aussi épris d'horticulture que lui-même. Il fait venir à grands frais des bulbes ou de jeunes pousses. « Tout mon argent passe dans mon jardin », s'est-il exclamé un jour. « Mais je suis tout à fait dans le ravissement », s'empressa-t-il d'ajouter. Passons maintenant voir l'autre partie du jardin de Monet, le jardin d'eau. 10 ans après son arrivée à Giverny, Monet achète le terrain qui voisine sa propriété de l'autre côté de la voie ferrée. Ce terrain est traversé par un petit cours d'eau. Malgré l'opposition de ses voisins paysans qui craignaient qu'il n'empoisonne l'eau en y plantant des végétaux bizarres, mais avec l'appui de la municipalité, Monet réussit à faire creuser un premier petit bassin. Par la suite, le bassin sera agrandi pour atteindre les dimensions qu'il a aujourd'hui. Ce jardin d'eau est asymétrique et tout en courbe comme des jardins japonais, apparaissant sur les estampes dont Monet était un fervent collectionneur. Vous vous souvenez peut-être que dans mes conférences précédentes sur l'histoire de l'art, je vous ai parlé du japonisme, cette mode qui, dans la seconde moitié du 19e siècle, était devenue tellement populaire dans le milieu artistique en France. Eh bien, en voici un bel exemple. On trouve dans ce jardin d'eau le fameux pont japonais couvert de glycine, des saules, une forêt de bambous, mais par-dessus tout, des fameuses nymphéas ou nénuphars qui fleurissent pendant tout l'été. Ce bassin et la végétation qui l'entoure forment un monde clos, indépendant de la campagne des alentours. On peut supposer que la chaloupe servait à Monet pour faire l'entretien de son bassin et non pas pour aller à la pêche. C'est la première fois qu'on voyait un peintre façonner le sujet de ses tableaux dans la nature avant de les recréer sur ses toiles. Monet va épuiser son inspiration pendant les 20 ans qui vont suivre. Il a d'abord peint une série de 45 ponts japonais avant de se consacrer aux nymphéas, tels qu'en témoignent ces gigantesques peintures accrochées en permanence au mur de l'orangerie du Jardin des Tuileries à Paris. Les glycines qui couvrent le pont japonais ont été plantées par la main de Monet lui-même.
Rendons hommage à celui qui fut un peintre impressionniste extraordinaire, avec ses merveilleux nénuphars et un horticulteur passionné. Merci, M. Monet, pour toute cette beauté que vous nous avez léguée. Chers amis, c'est ainsi que se termine la conférence. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, soit le mercredi 13 décembre, pour une autre visite de jardin, tout aussi intéressant que ceux d'aujourd'hui.